Nous allons voir donc la solution de l'exercice 3 de la fiche TD 2. Ici, on nous demande d'effectuer une classification en deux classes en utilisant l'algorithme des centres mobiles pour cet ensemble d'individus. Le poids d'un individu étant égal à 1. La première question, c'est appliquer l'algorithme des centres mobiles pour trouver cette première partition appelée P1 avec ses centres de départ. Nous allons voir comment appliquer l'algorithme des centres mobiles. Nous avons des centres de départ. La première fonction à appliquer, je vous rappelle que l'algorithme des centres mobiles consiste à appliquer successivement deux fonctions de base, la fonction d'affectation et la fonction de représentation. La fonction d'affectation est appliquée à un ensemble de centres pour nous donner une partition. La fonction de représentation est appliquée à une partition pour nous donner des centres. Donc l'algorithme, c'est le fait de répéter successivement ces deux fonctions jusqu'à stabilité des résultats. La fonction d'affectation, donc nous avons des centres, nous allons appliquer la fonction d'affectation. La fonction d'affectation est basée sur la distance au carré entre nos individus et les centres de départ ou bien les centres. Ils sont aussi appelés les noyaux. On calcule la distance au carré, c'est une distance euclidienne simple. Par exemple pour I1, il a les coordonnées de 1. Par rapport à L1, ça nous fait 2 moins 1 au carré plus 1 moins 1 au carré. Et ça fait 1. La même chose pour L2, c'est 2 moins 10 au carré plus 1 moins 10 au carré, ça fait 145. Et on calcule toutes ces distances au carré. Nous allons ensuite faire l'affectation. Chaque individu est affecté à la classe dont le centre est le plus proche. I1, quel est le centre le plus proche par rapport à I1? C'est L1. Ici, nous avons la distance est égale à 1 et là, la distance est égale à 145. Donc, I1 va être affecté à la classe 1. On fait la même chose pour I2. Le centre le plus proche, c'est L1. Il va être affecté à la classe 1. La même chose est faite pour I3. Le centre le plus proche ici, nous avons 13 et 85. Donc, normalement, I3 est affecté à la classe 1. Voilà ce qui n'est pas montré ici. La même chose pour I4, il va être affecté à la classe 1. Si nous appliquons l'affectation de cette manière, la classe 1 va contenir tous les individus et la classe 2 va être vide. Et ceci n'est pas acceptable. En règle générale, on dit que si nous voulons effectuer une classification en K-classe, nous devons trouver K-classe non vide. C'est-à-dire que chaque classe doit contenir au moins un individu. Et donc, nous avons un problème ici. Comment le régler? Puisque nous avons la classe de vide à la première affectation, nous allons au niveau de la colonne du centre de la classe vide, c'est-à-dire L2. La classe vide, c'est C2. Le centre qui la représente, c'est L2. On vient au niveau de cette colonne et on recherche le minimum au niveau de cette colonne. C'est-à-dire, on va lui affecter l'individu le plus proche de L2. On recherche le minimum est réalisé au niveau de I3. Maintenant, si ce minimum se répète plusieurs fois, par exemple, si nous avions 85 ici, et pour I4, 85 aussi, on prend un seul individu, un seul pour l'affecter à la classe 2, le premier minimum rencontré. Donc ici, le minimum c'est 85, donc I3 va être retiré de la classe 1 et mis dans la classe 2 pour que la classe 2 ne reste pas vide, pour respecter la règle. Ensuite, nous calculons la somme ici du critère à optimiser, oméga. C'est la somme des minimums selon l'affectation. C'est-à-dire au niveau de I3, le minimum c'est 13, mais pour l'affectation, il a été affecté à L2. Donc on prend 85 et non pas 13. Et nous avons cette quantité. Et on a obtenu donc, après avoir appliqué la fonction d'affectation, nous avons obtenu cette partition. Ensuite, l'étape suivante consiste à appliquer la fonction de représentation. La fonction de représentation ici, c'est le fait de calculer les centres de gravité des classes. Le poids d'un individu étant égal à 1, le centre de gravité est une moyenne simple. Donc, on calcule la moyenne pour les 3 individus de la classe 1. Voilà le centre de gravité. Et pour la classe 2, c'est I3 lui-même. Nous avons ces nouveaux centres, L1', L2'. Il faut ensuite appliquer la fonction d'affectation à nouveau. Donc, c'est la distance au carré entre nos individus et ces deux nouveaux centres. Et là, on répète la même opération. On affecte chaque individu à la classe dont le centre est le plus proche. Et nous retrouvons cette affectation. Ici, aucune classe n'est vide. Donc, en appliquant directement l'affectation, le minimum pour I1
c'est au niveau de L1. Le minimum pour I2, 20 sur 9, c'est au niveau de L1 aussi. Le minimum pour I3, c'est au niveau de L2. Et le minimum pour I4, c'est au niveau de L1. Et donc, on effectue cette affectation et on calcule la valeur du critère à optimiser, c'est-à-dire la somme des minimums, qui devient 5,33. On remarque ici que le critère à optimiser est toujours minimisé entre les étapes. À fur et à mesure qu'on applique notre algorithme, le critère est toujours minimisé. Nous remarquons que nous tombons sur la même partition, c'est-à-dire C1 c'est la même et C2 c'est la même, donc on va dire qu'il y a stabilité des résultats. Stabilité des résultats, donc l'algorithme doit s'arrêter. Donc finalement nous avons trouvé notre partition P1 avec sa valeur du critère à optimiser qui est 5,33. Cette valeur, 5,33, c'est elle-même l'inertie intraclasse de notre P1. Je vous rappelle que l'algorithme descente mobile est basé sur la minimisation de l'inertie intraclasse. Donc, on passe à la deuxième question. On nous donne une autre partition appelée P2 et on nous demande de calculer son inertie interclasse. L'inertie interclasse, c'est la somme des poids des classes fois les distances au carré entre les centres de gravité des classes et le centre de gravité du nuage. Donc, on calcule le centre de gravité de la classe 1, le centre de gravité de la classe 2, qui est I4 lui-même, et le centre de gravité du nuage, qui est le centre de gravité de l'ensemble des 4 individus. Le poids de la classe 1, chaque individu a son poids égal à 1, et le poids de la classe, donc, c'est la somme des poids des individus qu'elle contient, et ça nous fait 3. Fois la distance au carré entre son centre de gravité et le centre de gravité du nuage, G1, c'est G. La même chose ici, le poids de la classe 2, c'est I4, elle contient un seul individu, donc son poids est égal à 1, fois la distance au carré entre son centre de gravité et le centre de gravité du nuage, G1, c'est G aussi, je vous le rappelle. Donc on remplace numériquement et on trouve cette quantité 2,67. Ça, c'est l'inertie interclasse de P2. Maintenant, pour effectuer une comparaison entre les deux partitions, il faudrait obligatoirement calculer l'inertie totale. Pourquoi on calcule l'inertie totale? C'est soit pour calculer l'inertie interclasse de la partition P1, ou bien pour calculer l'inertie intraclasse de la partition P2, pour pouvoir comparer entre les deux. L'inertie totale, donc voilà notre formule, c'est la somme des poids des individus fois la distance au carré entre les individus et le centre de gravité du nuage. Le poids d'un individu, c'est 1, donc ça devient la somme des distances au carré entre nos individus et le centre de gravité du nuage. On remplace numériquement et on tombe sur l'inertie totale est égale à 8. À partir de là, nous pouvons soit calculer l'inertie intraclasse de P2 ou bien l'inertie interclasse de P1. Donc, l'inertie intraclasse de P2, c'est l'inertie totale moins son inertie interclasse qui est de 67. Donc 8 moins 2,67, ça nous fait 5,33. Et là, nous remarquons que l'inertie intraclasse de P2 est égale à l'inertie intraclasse de P1. Ceci nous permet de dire que nos deux partitions sont équivalentes au sens des inerties, c'est-à-dire qu'aucune n'est meilleure que l'autre, elles sont équivalentes. Et là donc, on peut s'arrêter ici. Nous avons effectué la comparaison. Je vous rappelle encore une fois que dans le cours, il y a des exercices avec solution. Il faut les voir aussi. Voilà, bon, merci.